Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre invité aujourd'hui est le symbole réel de la résilience et l'image vivante de la détermination. Il a dû surmonter beaucoup d'épreuves depuis des décennies et sillonner quasiment le monde à titre d'avocat pour pratiquer, siéger et défendre différents dossiers juridiques chez nous et ailleurs. Expert dans la rédaction de documents juridiques, il a eu le privilège de rédiger de nombreuses lois dans différents pays dans le cadre des initiatives de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres, ce qui lui a permis de recevoir les honneurs dans différents pays à titre de membre honoraire du barreau de Port-au-Prince et un doctorat honorifique d'une université en Inde et j'en passe. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans cette émission spéciale de Téléhandicap Maître Paul-Claude Bérubé. Maître Bérubé, bienvenue chez vous. Bonjour, merci. Ça fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. On va partager ensemble ce qui relève de nous, de vous et de la société en tant que professionnels dans les sujets qui concernent le handicap. Eh bien, avec grand plaisir. Le destin est venu changer complètement votre vie accidentellement en septembre, je pense 1978, 78 si ma mémoire est bonne. C'est exact. Votre fauteuil roulant est devenu vos jambes et plus spécifiquement votre accompagnateur. Voulez-vous, Absolument. Oui, s'il c'est vous plaît, exact. nous parler de votre jeunesse et de ce premier contact entre vous et votre handicap après le diagnostic de votre médecin? Ça, c'est une excellente question parce que c'est pas une question qu'on me pose souvent. À vrai dire, ma première vie avant celle d'une personne en situation de handicap, très peu de gens s'intéressent à cette question, alors ça me fait plaisir d'y répondre. Je vivais chez mes parents, évidemment, à Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent. Bon, je me développais comme tout enfant normal jusqu'à l'âge de 17 ans. Alors, j'étais une personne, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire. À l'époque, je ne vivais aucune différence d'ordre physique par rapport à mon environnement. Et je dirais par contre que comme individu, j'étais une personne assez effacée. Je n'étais pas un premier de classe, je n'étais pas un dernier de classe. J'étais une personne qui se fondait dans la masse assez facilement. Donc, est-ce que j'avais des grandes aspirations à ce moment-là? Oui, je voulais réaliser plein de choses, mais est-ce que j'avais établi une liste de rêves que j'aime réaliser? Pas nécessairement. Et effectivement, quand est arrivé, après mes études collégiales, mon handicap physique résultant d'une infection virale, j'ai immédiatement compris que les choses allaient changer pour moi et j'ai changé aussi comme individu. Ça m'a donné la force que je n'avais pas avant. Alors, je suis devenu une personne qui, paradoxalement, beaucoup plus fier d'elle, beaucoup plus engagée, beaucoup plus déterminée dans l'accomplissement de cet objectif. J'avais l'impression que je devais faire plus que n'importe qui d'autre, puisque je devais démontrer ma capacité à tout le moment. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Donc, c'était pas un accident, c'est une infection virale. Votre... C'est une infection virale. Alors, j'ai eu ce qu'on appelle une myélite transverse, donc un virus qui s'est logé au niveau de la colonne vertébrale et qui a détruit une partie de des fonctions du système nerveux et qui fait en sorte que j'ai paralysé à cette époque-là. OK, 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 OK. Écoutez, on va rester un petit peu dans le sujet de handicap aussi. C'est que ce que j'ai bien compris dernièrement, j'ai eu le privilège de vous entendre, que votre handicap a été, ou l'acceptation de votre handicap a été faite rapidement et l'envie de retrouver une vie personnel et professionnel en s'engageant
dans une multitude de projets différents et surtout dans la défense reliée aux droits des personnes vivant avec un handicap. Ce qui Oui. est tout à fait normal. Vous savez, en lisant l'article 1 de la Charte universelle des droits de l'homme, nous Mhm, sommes nés égaux. mhm. Voulez-vous nous expliquer la définition de cette force de caractère et de cette résilience chez vous? D'abord, je vais devoir corriger un mot que vous avez mentionné. Et ils avaient dit, vous avez rapidement accepté votre handicap. Très sincèrement, encore aujourd'hui, à l'âge de 65 ans, je n'ai jamais accepté mon handicap. Ah, Ah, ça, c'est différent. Être résilient et accepter, c'est deux choses complètement différentes. Et le handicap physique, ça constitue une réduction de sa capacité. Et je pense que personne, si censé la personne puisse être, peut accepter comme ça volontairement une réduction de ses capacités physiques. Donc, moi, je n'ai pas vraiment accepté cette réduction de mes capacités physiques, mais ce que j'ai accepté, c'était de faire en sorte que ce qui était toujours possible pour moi, que ça, je compose avec ça à 200 000 à l'heure. C'est-à-dire que, OK, il y a des choses que je ne peux plus faire, je ne vais pas me battre pour ça parce qu'effectivement, je ne peux plus, je ne peux plus, je trouve ça difficile. Mais par contre, ce que je suis capable de faire, ça, personne ne va me dire que je ne peux pas le faire. Donc, c'est effectivement dans cet esprit-là, dans cette philosophie, que j'ai commencé à me battre pour les droits des personnes en situation de handicap dès mon tout jeune âge. Puis ma première décision a été d'aller étudier le droit à l'Université Laval parce qu'effectivement, j'y voyais une belle opportunité d'acquérir les connaissances qui allaient me permettre justement de pouvoir, dans un premier temps, aider à la rédaction de lois, mais aussi à l'interprétation de certaines autres et à contester certaines autres lois, à faire valoir les droits qui découlent de nos différentes lois, que ce soit des lois qui nous viennent évidemment des Nations Unies ou ce sont des lois qui nous viennent du Canada ou même d'autres pays qu'on peut se prendre en exemple. Et donc, vous avez mentionné d'entrée de jeu que j'ai été un contributeur international au développement des lois pour personnes en situation de handicap dans plusieurs pays, c'est exact, dont hum, les Indes, le Kenya, l'Afrique du Sud et Haïti. hum. Et donc, ce savoir que j'ai acquis euh, m'a permis justement de prendre ces engagements et d'aller à un niveau plus élevé que simplement dire je descends dans la rue pour contester ou manifester. Il y a ce qu'on appelle des activistes. Moi, est-ce que je suis un activiste? Oui, à ma façon, mais pas la façon dont on connaît habituellement. Les activistes qu'on reconnaît, c'est qui descendent dans la rue, qui vont frapper aux portes des députés, puis qui disent il faut que ça change. Ça existe et c'est très bien ce qu'ils font. Par contre, de mon côté, je suis un activiste, mais où je vais tenter de contribuer par mon savoir justement à influencer les gens qui prennent des décisions, plutôt que simplement porter une pancarte et être dans la rue. Écoutez, je vais revenir à votre réponse avec une spécificité assez importante. J'ai eu le privilège de rencontrer ou d'accueillir un grand philosophe européen, M. Jolien, et qui a fait d'ailleurs un film qui a la paralysie cérébrale. Et je lui avais posé la question, est-ce que, en tant que philosophe, et vous êtes né avec une paralysie cérébrale depuis votre jeune âge, vous aurez dû choisir de devenir un médecin au lieu d'être un philosophe. Mais moi, je repose la question à vous-même. Est-ce que votre choix de choisir l'Université Laval pour faire le droit, c'était à cause de votre handicap? Je pense que ça a eu une influence majeure. OK. Au départ, je n'étais pas destiné à la pratique du droit. Je m'étais inscrit à l'Université d'Ottawa en récréologie. Alors, voyez-vous, on parle de
quelque chose qui est complètement différent. J'ai Mhm. toujours eu une passion pour le loisir. J'ai toujours eu une passion pour le sport. Tout ce qui est culturel aussi m'intéresse. La belle musique, le théâtre. Je suis un passionné de tout ce qui s'appelle événements loisirs. Mhm. Donc, je voulais, par mon intérêt dans ce domaine, pouvoir y contribuer, pouvoir y participer avec une formation en récréologie à l'Université d'Ottawa. Maintenant, la première journée de la première journée d'université, c'est là que j'ai eu ma paralysie. Ah, waouh. Alors là, c'est pour vous dire comment, à quel point il y a un destin qui existe et que ça a changé complètement ma vie. Parce que Ouais. là, j'ai pris 2 années, une année de réadaptation physique, une année de réadaptation mentale pour être prêt à faire le saut, à retourner à l'université. Et dès le moment que j'ai eu mon handicap et que j'entendais parler à gauche et à droite de ce qui se passait, puis avec le gouvernement du Québec qui venait d'adopter cette nouvelle loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, j'ai eu immédiatement un intérêt pour le droit. Donc, ce n'était pas une passion qui existait avant mon handicap, c'est mon handicap qui, clairement, qui m'a amené vers le droit. Donc, c'est la même chose, la même réponse de l'autre côté. C'était un caractéristique qui est devenu un des grands philosophes actuellement en Europe. Mhm. Donc, on va aller dans cette différence qu'on vient de parler de ça. Il est vrai et il est tout à fait vrai que nous sommes tous des êtres humains différents, qu'on le veuille ou non, que ce soit handicapé ou valide, ça n'a aucune importance entre les deux. Maintenant, même on trouve ça dans la même famille. Il y a des frères et des sœurs qui sont complètement différents. Mais à mon avis, dans tout cela, votre handicap, en quelque sorte, n'est qu'un caractère ou une particularité, je dirais, entière versus une personne valide. Moi, je ne vois aucune différence. Je vous connais, j'ai assisté à des discours, à votre façon de penser. C'est pour cela que je retourne à votre façon d'agir, que vous n'avez jamais accepté votre handicap. Mais comme j'ai dit, je ne le ressens pas, je ne le vois pas. Je ne le Oui, vois mais pas en du tout. fait, vous vous souviendrez sans doute que lors de cette conférence qui a eu lieu récemment à l'Université Laval à Québec, Oui. j'avais mentionné qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la différence entre déficience physique et handicap. Et la déficience physique, c'est ton vécu quotidien, c'est ce que tu vis à partir de ton fauteuil roulant, alors que le handicap, c'est l'environnement qui le crée. Donc aujourd'hui, ici, là, présentement, on se parle via vidéoconférence et je n'ai aucun handicap. Voilà. Parce que, évidemment, lorsque je regarde cette caméra, lorsque je regarde cette image, nous sommes tous les deux assis et bénéficiant du même appareil pour pouvoir tenir cette conférence aujourd'hui. Il y a pas de handicap. Mais si par contre, vous, demain matin, vous deviez vous rendre en Ukraine pour parler avec des Ukrainiens et que vous ne parlez pas la langue ukrainienne, ben, vous serez en situation de handicap. Et c'est la Attention. même chose pour moi. Je vais vous donner un exemple encore plus concret. J'étais en Australie en 2012 Mhm. et je suis un amateur de plongée sous-marine. J'ai suivi un cours de plongée sous-marine et je fais de la plongée sous-marine. Et donc, je suis allé faire de la plongée sous-marine sur la Grande Barrière de Corail en Australie. Et il y avait une dame qui était sur le même bateau que moi, puis elle me regardait lorsque je suis monté à bord, puis elle me dit, ah ben, je comprends que vous allez faire le tour le tour avec le bateau, par découverte, vous voulez voir la Grande Barrière de Corail à distance. J'ai dit oui, assurément, mais je vais aussi plonger. Puis elle m'a regardé, puis elle a dit bien oui, vous allez plonger avec votre fauteuil roulant, je présume. Puis là, j'ai dit, non, non, sans le fauteuil, mais vous pourrez voir ça. Et donc, quand je suis arrivé sur place, j'ai descendu de mon fauteuil, j'ai enfilé la combinaison et j'ai sauté à l'eau. Sauter est un grand mot, je me suis glissé plutôt à l'eau. Et elle était au-dessus du navire, sur le bord, sur la rambarde, et elle regardait comme ça, là, elle était fascinée. Et j'ai passé peut-être 50 minutes sous l'eau à environ 15 mètres de profondeur.
Et quand je suis remonté à la surface, je me suis immédiatement dirigé vers la plateforme, puis je suis monté à bord. Et elle m'a regardé et elle me dit, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Moi, j'ai un handicap et vous, vous n'en aviez pas, parce qu'elle me dit, je ne sais pas nager. Et Aïe, aïe, donc, ça veut dire que pour elle, l'eau composait un véritable handicap puisqu'elle ne savait aïe. pas nager. Alors que moi, malgré mon handicap physique, j'étais à l'eau comme un poisson dans l'eau et j'avais beaucoup d'aisance à me déplacer. Et donc, parce que j'ai appris à nager, et le fait d'avoir mon handicap physique pour les membres inférieurs ne m'empêche pas du tout de nager. Donc, c'est sûr que, voyez-vous, ça illustre fort bien qu'est-ce que c'est que la notion de handicap. Ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris. Mais effectivement, toutes les personnes sont différentes. Certaines vivent avec des handicaps, avec des déficiences plus visibles que d'autres. D'autres vivent avec des déficiences mentales, mais on a des différences à tous les niveaux, que ce soit familial, que ce soit culturel, que ce soit simplement si on exerce un emploi ou pas, quel type d'emploi on exerce, à quelle heure on se lève le matin versus à quelle heure on se couche le soir. Toutes les personnes sont différentes. Exactement ça. J'espère qu'ils vous ont protégé des requins australiens là, lors de votre natation. Il n'y avait pas de. Dans ce secteur-là, Ah, les grands requins blancs sont plutôt du côté ouest de. Je dis ouest, ça se trouve être. Oui, ça se trouve être du côté ouest, c'est exact. Ouest de l'Australie, du côté de Perth. Alors que moi, j'étais je dirais, nord-est de l'Australie, dans la région de Brisbane, ok. là où est le massif corallien. Je vais rester un petit peu dans cette conférence et je me permets sagement de vous traiter avec un verbe juste et sans aucune faille littéraire. Je vous ai traité un petit peu de voleur culturel. J'ai dit, j'étais devant vous, j'ai dit, mais ils volent mes pensées à moi relatives à ce handicap-là. Mais je pense la même chose que lui. On est de la même ville, mais on n'a pas eu l'occasion de se voir tout le temps. On était tous débordés. J'étais dans le monde entier comme vous aussi. Oui. Donc, mais quand j'ai entendu cette façon de parler avec une fermeté contrôlée, avec un engagement, j'ai dit, mais waouh, au moins on vit la même passion. C'est pour cela que je vais aller directement dans ce sens-là. Je veux dire tout simplement, sachant, je le pense d'ailleurs, que nous avons d'ailleurs nos mêmes idées à l'égard du handicap, ou sont presque similaires, ces idées-là. Maintenant, pensez-vous que l'acceptabilité de l'inclusion et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap, surtout dans les pays industrialisés, sont vraiment au même diapason que les nôtres? Sinon, que faut-il faire? On rentre dans Euh, le sujet, dans le corps du sujet maintenant. L'inclusion. Oui, oui, et bon, c'est le mot absolument parfait à utiliser. Vous avez utilisé le bon mot. Je déteste quand les gens parlent d'intégration, puis vous vous souvenez très Ah, bien que je l'ai mentionné. L'intégration n'est pas la solution parce qu'on impose un modèle à une personne qui ne l'a pas choisi, puis on ne tient pas compte de sa différence alors qu'on l'intègre dans un moule. Alors ça ne fonctionne pas. C'est sûr que ça ne fonctionne pas. Par contre, lorsqu'on parle de inclusion, ça veut dire tenir compte de sa différence, puis aussi inviter la personne à participer au processus de prise de décision qui la concerne. Donc ça, pour moi, l'inclusion, c'est essentiel. Maintenant, est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance par rapport, mettons, à l'inclusion des personnes en situation de handicap? Si on compare avec nous au Canada, au Québec plus précisément, oui, assurément, il y a beaucoup de pays qui sont en avance sur nous parce que aller jusqu'au début des années 70 au Canada, on avait, en fait, on n'avait pas grand-chose qui existait, mais déjà, ce pas grand-chose était mieux que ce qu'on retrouvait ailleurs. oui, ça c'est vrai, je l'ai dit. Mais dans les années 80, c'est là que ça a commencé à se gâter, pour ne pas dire se gâcher, littéralement. C'est que il y a, dans beaucoup d'autres pays, on a pris des mesures et on a arrêté de parler, puis on a appliqué, on a agi, on a pris des mesures claires. C'est vrai, par exemple, au Japon,
qui est un modèle en soi. C'est vrai aussi en France depuis quelques années, qui est un autre beau modèle à suivre. Mais et nous, au Canada, pendant ce temps-là, ben, il y a beaucoup de parlotte, beaucoup de discussions, beaucoup de rapports, beaucoup d'études, mais très peu d'actions. Alors Mhm. ça, c'est ce qui est arrivé au Canada, si bien que entre 1980 et 2020, mettons pour une période de 40 ans, ça a été la stagnation totale ici, alors que partout ailleurs, on avait déjà commencé à réussir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans leur société. Et moi, j'ai eu le choc de ma vie lorsque je suis allé dans certains pays asiatiques, mais même dans certains pays en Afrique, où Ouais. j'ai vu qu'ils avaient fait des choses où ils pouvaient nous donner la leçon demain matin parce que nous, on n'était pas rendus là encore. Donc, ça a été un choc pour moi, puis un choc, tout ce qui est le plus négatif, de dire comment ça se fait que dans un pays comme le Canada, on ne soit pas capable de travailler, de faire en sorte de travailler à amener les personnes en situation de handicap comme étant des partenaires à part entière, des gens qui sont des experts dans leur domaine, qui ont des capacités, qu'on puisse utiliser ces capacités-là au même titre que celles de n'importe qui d'autre. Donc, oui, ça, c'est moi, toute mon expérience vécue m'amène à cette conclusion-là. C'est malheureux parce que je suis fier d'être Canadien, je suis fier d'être Québécois, mais pour cet aspect-là, je suis moins fier un peu. Vous savez, vous avez donné un exemple de différents pays, surtout le continent africain. Nous travaillons, nous sommes en contact avec cinq, six pays, là-bas, cinq, six associations, je dirais, Oui. qui font partie de ce monde de la paralysie cérébrale. Même on participe dernièrement, il y avait le congrès pour la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Vous savez, nous Mhm. sommes dans 80 pays et j'ai eu le privilège de signer cette convention à New York. Donc, mais on voit la différence. Chez nous, on est bien, mais il nous manque encore quelque chose qui relève du respect et de la dignité et des droits des personnes handicapées. Je vous en donne des exemples. Nous avons un cas actuellement extrêmement dangereux. On attend la fragilité d'une personne handicapée pour aller ramasser tout ce qui lui reste. Tout ce qui lui reste, je vous parlerai de ça un jour. Donc, mais en Afrique, le malheur, c'est que les personnes handicapées sont cachées, malheureusement. Que chez nous, nous avons la vie libre, mais on a encore quelque chose parce que des personnes proches de moi, ils m'ont dit carrément, Monsieur Coury, il ne faut pas vivre l'apothéose, que nous sommes les meilleurs au monde. Il nous manque encore cette partie du respect et d'engagement envers nous. Et moi, j'étais surpris. Je pensais le Québec, nous étions, et le Canada, les meilleurs, les premiers au monde. Mais il nous manque une partie. C'est pour cela que je vous demandais comment ça se passe et quelle est votre pensée là-dessus, là. Oui, en fait, au Québec et au Canada, on est loin d'être les meilleurs au monde. Si on prend, je pourrais comparer avec d'autres. Évidemment, aux États-Unis, le ADA, la loi principale américaine qui protège les droits des personnes en situation de handicap, est beaucoup plus importante que la nôtre ici parce qu'elle prévoit des mesures concrètes. Nos lois au Canada, comme la loi sur l'exercice des droits, l'exercice des droits et l'intégration des personnes en situation de handicap au Québec, nos lois proposent différents modèles, mais imposent peu de règles, Mhm. imposent peu de contraintes. Donc, alors qu'aux États-Unis, c'est complètement le contraire. Aux États-Unis, on a mis en place des règles qui imposent, qui obligent je veux dire, tout service public à faire en sorte qu'il devienne totalement accessible à tous les types de handicap. Mhm. Et même pour certains, à certains égards, la société privée américaine est beaucoup plus éveillée que la nôtre à cet égard-là. Et la raison en est fort simple. Beaucoup de personnes en situation de handicap aux États-Unis connaissent leur handicap du fait, par exemple, d'un séjour dans l'armée américaine. Mhm. Bon, après la guerre du Vietnam, un bon nombre de jeunes Américains se sont ramassés dans une situation où ils devaient vivre avec un handicap Mhm. et la société américaine ne les a pas totalement laissés tomber. Ils ont pris les mesures, en tout cas certaines mesures, pour faire en sorte de leur procurer une vie décente.
Oui, Ici, pourquoi ça ne fonctionne pas, selon moi, c'est que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à la question en 1980 et j'ai regardé ce qui n'allait pas, évidemment, j'ai fait des conclusions très rapides. Qu'on parle de accès aux services de santé, qu'on parle de logement, qu'on parle d'accès à l'éducation, accès, par exemple, au travail, accès aux loisirs, accès à la justice. En fait, tous les aspects réguliers de la vie d'une personne, quelle qu'elle soit, méritaient un examen et des mesures immédiates pour faire en sorte que ça change. Et aujourd'hui, en 2024, donc faites votre calcul, 44 ans plus tard, on parle encore de ces choses-là et on est à peu près au même niveau qu'on était en 1980, sauf exception, certains programmes qui ont été mis en place qui fonctionnent mieux que d'autres et qui permettent certains aménagements pour les personnes en situation de handicap dans leur maison, par exemple, ou dans un logement. Mais c'est très, très, très limité. L'accès au travail est encore à des années-lumière de ce que ça devrait être. Savez-vous qu'ici, au Québec, on a 40% seulement des personnes en situation de handicap qui ont la capacité de travailler et qui effectivement exercent un emploi. Donc, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas la capacité de travailler. Il y a des personnes dont le handicap est tel qu'ils ne peuvent pas espérer pouvoir trouver un emploi éventuellement ou pouvoir contribuer par leur emploi au développement de la société québécoise et on doit prendre charge de ces personnes-là d'une façon ou d'une autre. On doit leur donner le soutien dont elles ont besoin. Mais pour celles qui ont la capacité de travailler, il y en a seulement 40 qui sont mis à profit. C'est le pire score au Canada. ben Au écoutez, Canada, il y a d'autres provinces où c'est 60 67, 68, 70 en Colombie-Britannique. Monsieur Bérubé, vous m'ouvrez la porte. Oui. On va parler de l'employabilité. Mhm. Donc, nous avons au Québec, comme vous le savez, 1 500 000 personnes vivant avec un handicap, tout handicap confondu. Et vous venez de me dire que les personnes handicapées occupent 40% de l'emploi rémunéré. Non. Mais Alors, de dire aussi, attendez, je vais vous faire une ouais, comparaison maintenant. Vous venez de dire aussi que c'est le pire score au Canada. Mais par contre, j'avais reçu dernièrement deux députés, des porte-paroles à l'Assemblée nationale, qui sont venus nous parler de l'autisme. Et je prends oui, d'ailleurs le spectre de l'autisme en exemple. Il y a 43,1% sont prestataires de solidarité d'emploi, de solidarité sociale, et oui, près de 90% qui n'ont pas d'emploi. Donc, on dit tout à l'heure que c'est le pire score au Canada. Je pense que le temps est venu aujourd'hui, d'après ce que vous venez de me dire et d'après ce que je viens de vous annoncer des chiffres, pour développer des nouvelles idées, à mon avis, qui va lier des projets en lien avec des nouvelles technologies comme mhm, l'intelligence artificielle, par exemple, qui auront bientôt besoin d'une main-d'œuvre spécialisée, moins compliquée et moins coûteuse au niveau de l'utilisation, mais plus rentable pour les entrepreneurs. Maintenant, ma question, on a fait toute une tournée d'horizon et on se ramasse autour, en face d'un point commun. Que oui, faut-il faire pour sensibiliser les autorités à prévenir le lendemain au lieu de continuer à chercher la solution miraculeuse? oui, Aujourd'hui, on a besoin des chercheurs qui cherchent, pas des chercheurs qui trouvent. Parce que oui. Ben, oui, je peux répondre à votre. c'est très important, ça, là. Oui, excusez-moi. Je peux répondre à ça en vous disant ce qui suit. Dans un premier temps, on parle de 1,5 million, puis on s'entend qu'il y a environ 1,1 à 1,2 million de la population en situation de handicap au Québec qui a la capacité de travailler. Et Oui, il y en aurait, selon toute vraisemblance, entre 400 et 500 000 qui travailleraient. OK? C'est le 40 dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, paradoxalement, imaginez-vous qu'on vient de vivre comme société une pandémie. mhm, Et cette pandémie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été terrible pour la population en général, encore plus pour la population
des personnes en situation de handicap parce que, bon, là, je veux dire, plus personne ne pouvait sortir. Puis même quand on pouvait sortir, je me souviens, entre autres, j'avais déjà expliqué à la gouverneure générale du Canada dans le cadre d'une interview avec elle, vous savez, moi, là, je pousse mon fauteuil roulant. Quand j'entre en quelque part, on me dit, vous devez vous laver les mains avec une machine qui est pas adaptée parce que je suis obligé de peser avec mon pied dessus, mais ça ne fonctionne pas. Et après que je me suis lavé les mains, que j'ai pris cette solution, je vais continuer de pousser mon fauteuil roulant. Et effectivement, il pourrait y avoir des bactéries sur mon fauteuil roulant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a bon nombre de personnes en situation de handicap qui ont dû être confinées à la maison encore plus longtemps que n'importe qui d'autre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, paradoxalement, la pandémie a eu un effet positif aussi pour les personnes en situation de handicap. Parce que maintenant, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, alors qu'on n'est pas tellement loin un de l'autre, on aurait pu faire cette interview en face à face, mais on l'a fait dans un cadre virtuel. Parce que ces cadres virtuels-là n'étaient pas très bien développés, aller jusqu'en 2020. Ils existaient, mais depuis 2020, ils se sont améliorés énormément. Et donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes en situation de handicap qui avaient de la difficulté à se qualifier pour un emploi en bureau peuvent Oui, très bien travailler maintenant à partir de chez elles. Là, on vient d'éliminer un paquet de barrières. Le transport, il faut ah transporter oui, la personne de chez elle au bureau. oui, Là, l'accès au bureau, alors l'accès au bureau qui veut dire pouvoir entrer dans l'édifice, prendre un ascenseur au besoin ou avoir un accès sans ascenseur, avoir accès, par exemple, à ses besoins, à répondre à ses besoins, une place de travail qui est accessible, avec une salle de toilette qui l'est aussi. Donc, une cafétéria qui répond aussi à ses besoins. Donc, voyez-vous, tous ces aménagements-là, toutes ces contraintes-là n'existent plus si les personnes en situation de handicap mhm, peuvent travailler de façon virtuelle. Donc, ça fait en sorte que toute cette technologie qui a été développée au cours des dernières années oui, devrait être d'un énorme secours pour beaucoup de personnes en situation de handicap pour pouvoir travailler à partir de la maison. c'est exact. Donc, aujourd'hui, personne ne parle de ça. Et ça serait simple pour des entreprises de dire, moi, je veux embaucher des personnes qui ont des capacités dans tel domaine. Le fait que tu aies un handicap, que tu aies un fauteuil roulant ou une surdité, ça ne me dérange pas. Tu vas pouvoir travailler à partir de chez toi anyway. Donc, voyez-vous, on vient d'éliminer un paquet de contraintes, mais personne, mais absolument personne parle de ça. Donc, Ex- vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ces gens-là au travail? Est-ce qu'on peut simplement créer des emplois où on va dire, mhm, j'ai besoin de personnes qui vont pouvoir partir à travailler, ils vont pouvoir travailler à partir de la maison et, dans un deuxième temps, ben, les accommoder pour ça. Puis si on décide de faire une réunion de bureau une fois par semaine, on les accommode aussi en leur fournissant un transport pour les déplacer au bureau pour une réunion de bureau de 2 heures ou de 3 heures. Puis, c'est possible, on peut faire ça. Tout ça est à notre portée de main, mais il n'y a vraiment aucun effort, aucune démarche qui est menée pour nous amener à cela, entre autres. Bon, ça, c'est une partie. C'est une partie. Vous me dites quels sont les différents efforts. La deuxième partie, c'est qu'est-ce que vous savez comme employeur au niveau des capacités des gens qui vont soumettre leur curriculum vitae chez vous pour travailler? Donc, vous allez lire leur curriculum vitae, vous allez voir quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs expertises. Ces gens-là doivent être évalués au même titre que toutes les autres. On doit apprécier ce qu'il y a dans leur curriculum vitae. Sauf que le problème qu'on a souvent avec des personnes en situation de handicap, que la personne soit âgée de 35 ans, 40 ans, 45 ans, elle est souvent placée au même niveau qu'un jeune qui sort de l'université ou de l'école secondaire ou du cégep qui commence à travailler, pas d'expérience. exact. Et là, on va dire, ouais, la personne est rendue à 35 ans, n'a jamais beaucoup travaillé, mais c'est sûr et certain que
cette personne-là peut avoir des très belles capacités, puis elle n'a jamais eu la possibilité de les faire valoir, ces capacités-là. Mm. C'est pas parce qu'elle a pas travaillé parce qu'elle ne voulait pas. Elle n'a pas travaillé parce qu'on ne lui a pas proposé. D'autre part, euh, il faut arrêter aussi de croire que parce que tu es parce que tu es une personne en situation de handicap, tu vas aussi te retrouver dans une situation où on va te proposer un job euh, que tu vas accomplir sous la forme de cheap labor. C'est-à-dire que je t'embauche parce que ça coûte pas cher. Puis hier, j'ai répondu à une question à quelqu'un qui me parlait du phénomène DEI, puis d'inclusion, puis il me disait, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi parce qu'elles ne se qualifient pas pour des raisons de DEI. Moi, personnellement, je dis, oui, DEI, c'est important, là, ce qu'on appelle en français, évidemment, la diversité, évidemment, l'équité et l'inclusion. Alors, mais lorsque ces gens-là nous disent ouais, mais pourquoi est-ce qu'on embaucherait une personne parce qu'elle a un handicap? C'est fausser la question. C'est pas ça la bonne question. C'est lorsque j'ai besoin d'une personne qualifiée pour accomplir une tâche et que je suis mis devant un groupe de personnes qui ont toutes les mêmes qualifications, qui ont toutes la même capacité, là, c'est pourquoi ne pas donner la chance à une personne qui vient d'une minorité, par exemple. Qu'il s'agisse d'une personne en situation de handicap, qu'il s'agisse d'une femme qui va travailler dans un milieu d'hommes, qu'il s'agisse d'une personne noire, qu'il s'agisse d'une personne qui est issue de la communauté LGBTQ. Donc, toutes les personnes ont le droit d'avoir leur chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'exprimer par leur talent. Et ça Mhm. inclut aussi les minorités. Alors, moi, ce que je dis, c'est le DEI ne devrait pas faire en sorte qu'on embauche quelqu'un à cause de son handicap. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de token en anglais ou de tokenization en anglais. C'est qu'embaucher quelqu'un parce qu'il a un handicap et on ne lui donne rien à faire, puis on lui dit, il est là comme parure. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Il faut embaucher une personne parce qu'elle a des capacités. Puis après, donner à capacité égale une opportunité égale aussi à tout le monde. Et surtout, il y a des subventions pour ça pour les entrepreneurs là, et les patrons des entreprises pour Ouais, mais embaucher toutes sortes du monde là aussi, pour comme démarrage. oui, Comme démarrage. oui, je suis d'accord avec le principe de DEI, d'inclusiveness. Je l'enseigne moi-même chez MP+. Je donne cette conférence régulièrement. La chose qu'il faut éviter, par contre, c'est les quotas. Parce que C'est vrai. lorsqu'on embauche quelqu'un parce que, alors ça, c'est la pire chose qui peut arriver parce que mais de toute façon, ça ne fonctionne pas. La personne noire qui est embauchée dans un milieu, parce qu'elle est noire, ça ne sera pas long, vous allez voir, au bout d'une semaine, un mois, 2 mois, la personne va devoir quitter, elle va quitter, parce qu'elle va réaliser très rapidement qu'on ne l'a pas embauché pour les bonnes raisons. On l'a embauché pour remplir un quota et ça, il n'y a rien de positif là-dedans. Oui, exact. Ben, c'est une excellente partie de notre entrevue d'aller en détail sur des sujets assez touchés, comme on dit en français littéraire, là. Oui, oui. Maintenant, en conclusion, je voudrais aller dans un autre sujet. En Allez-y. conclusion, c'est un sujet clé pour vous, pour nous, pour tout le monde aussi, là. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent à cause de cette situation. Avez-vous un message inspirant et encourageant à adresser au gouvernement chez nous Oui, pour oui, faire progresser, pour faire progresser les mesures de sensibilisation au niveau de la population envers les personnes handicapées, d'une part, oui. d'autre part, pensez-vous que le temps est venu, surtout à la veille des élections, vous savez, bientôt l'année prochaine, Oui, oui. est-ce que le temps est venu pour annoncer officiellement la création d'un nouveau ministère spécifiquement pour les personnes handicapées et trouver finalement un ministre en titre autour de la table ronde pour gérer seulement les dossiers des personnes handicapées? Qu'en pensez-vous? Ben, je vais peut-être vous surprendre par ma réponse, mais
Moi, le fait qu'on ait un ministère, un ministre qui soit nommé pour s'occuper des personnes en situation de handicap, du dossier des personnes en situation de handicap au Québec, je ne pense pas que ce soit la solution. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut savoir comment ça fonctionne. Vous le savez vous-même en politique chez nous. Si on crée ce genre de ministère, immédiatement, qu'est-ce que ça fait? Tous les autres ministères vont se désengager. Et là, ça veut dire qu'ils vont s'en remettre strictement à ce ministre pour discuter de cette question-là, alors que la question des personnes en situation de handicap au Québec, c'est une question qui concerne tous les ministères. Ça concerne le ministère du Transport, ça concerne le ministre de l'Emploi, ça concerne le ministre de la Solidarité sociale, ça concerne le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé. Moi, je dis, ce qu'il faut à la place, mettre en place, c'est des mesures concrètes dans tous les ministères pour qu'ils tiennent compte de cette situation-là et qu'ils travaillent ensemble pour arriver à des solutions potentielles qui sont valables. Moi, personnellement, un ministre à qui on va donner toutes les responsabilités, puis vous savez comment c'est. Moi, je vais parler au ministre, je vais parler à Mme Guilbeault, par exemple, de la question de l'accès au transport public. Puis elle va me dire, ah, mais ça, c'est à propos des personnes handicapées, allez parler au ministre des personnes handicapées. Je ne veux pas ça, moi. Moi, je veux pouvoir parler au ministre des Transports de la situation des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que le ministre Vous savez, je fais juste ajouter un intervenant. Si je fais ça, je vais aller voir le ministre qui s'occupe de la condition des personnes handicapées, puis il va me dire quoi? Il va me dire, ouais, mais ça ne relève pas vraiment de mon ministère, je n'ai pas vraiment de budget pour ça, il faudrait parler avec le ministre des Transports. Vous savez, j'ai tellement vu comment ça fonctionne en politique. Je pense que d'avoir un ministre qui s'occuperait ça deviendrait le bouche-trou, ça deviendrait la personne à qui on réfère les patates chaudes. Puis, tout simplement, alors, écoutez, j'ai déjà vécu cette situation-là dans quelques pays, par exemple, où on a créé ce genre de ministère, que ce soit en Haïti et aux Indes notamment. Et aux Indes, euh, j'avais été fasciné par la facilité avec laquelle tout le monde, mais littéralement tout le monde disait, adressez-vous au ministre, adressez-vous au ministre. Puis le ministre disait toujours, oui, mais moi, je n'ai pas de budget, je n'ai pas de portefeuille, je représente les personnes handicapées, mais en bout de ligne, je peux juste aller frapper aux autres portes puis de leur dire il faudrait faire bouger les choses là, mais ultimement parlant, on vient de créer une structure où on dit aux personnes ah, bon, ben là, maintenant, vous avez quelqu'un pour vous représenter. On a un ministre pour vous, mais qui est sans pouvoir. Donc, ça, pour moi, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et pour répondre à votre autre question, quel serait le message que j'aurais? Moi, je dirais, il faut reconnaître les compétences des personnes en situation de handicap. Première des choses. Deuxième des choses, il faut aussi qu'elles soient impliquées dans toutes les prises de décision qui les concernent. Si on Exact. vient de faire ces deux choses-là, qu'on reconnaît leurs compétences et non seulement qu'on les consulte, c'est pas les consulter, c'est de les impliquer dans la prise de décision, alors à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on vient de changer diamétralement l'approche classique qui concerne celle du consommateur de services qu'on connaît encore aujourd'hui au Québec. Comme je disais, l'accent doit être mis sur l'inclusion et non pas sur l'intégration. C'est la société qui doit s'adapter pour accueillir la diversité plutôt que de demander aux personnes en situation de handicap ou ayant des différences qu'elles s'adaptent à des structures préexistantes. Ça, c'est mon troisième message. Et le dernier serait strictement lié au fait que les personnes handicapées elles-mêmes, on doit leur donner l'opportunité d'accroître leur participation sociale. Exemple, moi, là, j'ai été maire de municipalité. Les bureaux de la municipalité n'étaient pas accessibles. À partir du moment où je suis devenu maire, ils sont devenus accessibles. Mais oui, Et les bureaux de la MRC du Haut-Richelieu, que vous connaissez fort bien, ont oui, aussi été transformés de façon à prévoir un ascenseur pour monter à la salle du conseil au deuxième étage. C'est oui. par ma participation sociale qui a fait en sorte que des aménagements ont été faits. Ça a obligé ces gens-là à bouger des choses parce que je me suis engagé socialement. Si les personnes en situation de handicap s'engagent socialement dans toutes les sphères d'activité de leur vie,
ça fait bouger les choses beaucoup plus que n'importe quel discours politique qu'on peut tenir. Maintenant, c'est extraordinaire et exemplaire, je dirais, ces références que vous venez de nous donner pour éclaircir la situation de ce qu'on appelle le handicap ou les personnes en situation de handicap au Québec. Maintenant, pour terminer, et on appelle ça, je veux dire ça, la question qui tue, mais on ne va pas tuer personne, nous autres, là. Je veux voir la profondeur de votre esprit à l'égard. Est-ce que votre espoir pour un demain complètement inclusif chez nous est situé à quel niveau de faisabilité d'après vous? Bon, alors là, la réponse, est-ce que c'est la réponse officielle que vous voulez ou la réponse raisonnable ou Non, non, celle qui vous dites-moi a fait... votre réponse claire, nette et précise à votre avis, comme d'habitude. Je veux avoir votre opinion avec une Oui, inclusion, inclusion complètement inclusive, avec une situation oui. complètement Euh, inclusive. Actuellement, à cause des acteurs politiques qui sont en poste et de leur compréhension limitée de la situation des personnes au Québec, notamment en ce qui concerne des personnes en situation de handicap, euh, mon espoir n'est pas très élevé. Ah, C'est clair. Non, je ne vous raconte pas de salade. J'essaie de vous dire que les acteurs qui sont en place actuellement me portent à croire que ça va prendre beaucoup plus que ce qui est engagé actuellement pour nous amener vers une solution qui serait à long terme, définitive et engagée. Alors, actuellement, ce n'est pas la situation. On n'est pas là, M. Coury. Moi, je vous le dis avec bien, en toute honnêteté. Si ces acteurs-là commencent à changer leur appréciation sur ce que je vous ai dit tantôt comme étant des principes à respecter, c'est-à-dire au lieu de voir les personnes en situation de handicap comme des consommateurs de services, mais on doit les reconnaître comme des personnes qui sont capables de contribuer de manière significative à tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle. Si c'est ça, si on a des gens qui pensent comme ça, oui, ça va changer les choses. Actuellement, on n'est pas là. très bien. Maître Bérubé, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Votre passage à Téléhandicap et surtout en cette session actuelle là, laissera inévitablement, à mon avis, ses traces d'un modèle avec une détermination inégalée et d'un exemple à vivre pour toutes les générations futures. Personnellement, j'ai été gâté d'avoir eu ce privilège de partager avec vous votre savoir-faire au niveau des personnes handicapées et je vous remercie sincèrement en vous souhaitant surtout la santé pour de meilleurs lendemains. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. Mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce n'est que nos revoirs et à la prochaine. Merci.